Celle-là, on est obligé quand même de l'expliciter. Désolé pour cette notion d'informatique, mais ça va au-delà de l'informatique parce que la donnée, en fait, il faut considérer que c'est un élément élémentaire d'information qui sert de base à un raisonnement. Dans le domaine grand public, vous pouvez prendre une personne, elle a un nom, un prénom, une date de naissance, des habitudes de consommation peut-être, ça intéresse notamment les GAFA, et à partir de ces données-là, on peut en générer de la valeur. Si on fait une analogie avec des boîtes de Lego, c'est ce que vous avez à l'écran, on peut considérer que de la donnée brute, c'est votre boîte de Lego telle que vous la ramenez du magasin. Les Lego, ils sont mélangés de tailles, de formes, de couleurs différentes. Cette donnée-là, elle est brute. Elle n'apporte aucune valeur ajoutée pour celui qui la regarde. Si vous commencez à compter vos briques de Lego et à les ranger par forme et par taille et par couleur, alors on parle de trier et annoter ces données ou ces Lego. Là, ça commence à avoir une signification pour un humain qui regarde. Si en plus vous les comptez, vous les représentez sous forme de courbes ou de graphes, vous apportez encore une valeur ajoutée supplémentaire à ces Lego. Et si ces Lego, vous commencez à construire quelque chose d'utile avec, des formes, un petit camion, un petit bonhomme, là on rentre de ce qu'on appelle le modèle d'intelligence artificielle. Là, les données ont une signification, elles ont une utilité pour celui qui les possède. Voilà. J'espère que ça deviendra plus concret au travers des exemples que je vais vous présenter dans 2 slides. Dernier slide qui explique, d'un point de vue un peu plus technique, je vous l'accorde, en quoi l'intelligence artificielle et la data science vont plus loin que les méthodes traditionnelles dont on disposait déjà dans l'industrie. C'est les principaux points que vous avez à l'écran. Pour commencer, on peut analyser facilement, j'insiste sur le facilement, l'interaction entre des centaines, voire des milliers de variables. Pour ceux qui sont déjà essayés dans un tableur type Excel, quand il y a 10 lignes, ça va, quand il y en a 100, ça va. Quand il y a des colonnes, voire une 3e dimension, on commence à atteindre la limite d'Excel, et puis s'il y a 5 ou 10 dimensions, ça n'ira pas. Donc là, il faut utiliser des outils plutôt de type data science pour arriver au bout de ces peines. L'autre apport de l'IA et de la data science, c'est la capacité à analyser d'énormes masses de données. Aujourd'hui, nos systèmes industriels collectent énormément de données. Pour être capable de les analyser, on n'a pas d'autre choix que de passer à travers ce type de technologie. Et ensuite, la grande nouveauté, c'est qu'on peut créer des modèles prédictifs. On peut anticiper un comportement dans les données. C'est quelque chose qu'on pouvait faire également avant avec des mathématiques, mais c'était beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont capables d'apprendre des relations entre des données du passé et des données du futur, par exemple, pour anticiper des phénomènes. Ensuite, on a des algos qui éliminent automatiquement le bruit dans les données, ce qu'on appelle les points fous. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Et on sait aussi faire des algorithmes qui s'adaptent tout seuls au fur et à mesure. Ils s'auto-corrigent. Donc ça, on aura un exemple concret pour l'expliquer après. Et puis ensuite, surtout, on peut aussi traiter de nouveaux types de données qu'avant on ne pouvait pas traiter pour des raisons de puissance de calcul, notamment des images, des vidéos, des sons ou du texte. Je pense que chacun d'entre vous a déjà communiqué avec son opérateur téléphonique favori à travers un chatbot. De l'autre côté, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui s'appelle le Natural Language Processing. Ce sont des algorithmes qui comprennent la sémantique, la signification des mots humains. Voilà. Comme promis, on va passer aux exemples, en espérant que ça fasse du sens pour vous. Si vous avez des questions, surtout, vous les gardez pour la fin, j'y répondrai avec plaisir. Ou encore mieux, vous pouvez venir nous voir sur notre stand qui est juste par ici. Il est facile à trouver, c'est le plus beau. Voilà. Alors, premier exemple que nous avons réalisé pour un client dans l'aéronautique, le spatial, pour être un peu plus précis. C'est un exemple de prévision de reste à vivre, de durée de reste à vivre de surpresseurs qui compressent de l'azote liquide pour un process de fabrication. Donc ces surpresseurs, ils vont compresser de l'azote à 200 bars et ils vont alimenter le process du client pour fabriquer des pièces de fusée. Voilà. La problématique que rencontrait le mainteneur de ce site est la suivante, c'est qu'ils doivent assurer une disponibilité permanente de ces équipements. Si les équipements tombent en panne, ils sont pénalisés contractuellement. La solution pour contrecarrer ça,
elle était simple, c'était de remplacer systématiquement un kit complet à l'intérieur de ces surpresseurs une fois par an. Un kit, ça coûte 10 000 €, plus la main-d'œuvre, plus une interruption de production. Plutôt que de faire ça, on leur a proposé une approche par intelligence artificielle qui est la suivante. On a rajouté un certain nombre de capteurs sur ces surpresseurs, notamment de vibrations, de température et de pression. On avait la chance, entre guillemets, d'avoir 4 surpresseurs avec des dates de remise à neuf extrêmement différentes. C'est ce que vous avez en haut de l'écran. Les S1 à S4, c'est le numéro du surpresseur, et à côté, c'est la date de dernière remise à neuf. C'est ce que vous avez là. Vous voyez que le surpresseur le plus vieux, le plus ancien, avait été révisé en novembre 2016, remis à neuf en novembre 2016, le plus récent en juin. Donc on allait collecter les données durant l'été 2020, donc quelques semaines après la remise à neuf du surpresseur 2. On a fait travailler les data scientists en leur demandant de trouver une corrélation statistique entre cette date de remise à neuf et les signaux vibratoires de température et de pression. Et ils ont trouvé cette relation statistique. C'est ce que vous avez sur le graphe en bas. Ils ont identifié qu'en prenant la fréquence du cycle vibratoire et le coefficient de variation autour de cette fréquence centrale, les points se resserraient pour chaque surpresseur à un endroit bien particulier. Ici, le surpresseur 1, le 2, le 2 ici, le 3, le 4. Vous voyez les différentes couleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un seul capteur de vibration, on est capable de dire au mainteneur, ce surpresseur-là va encore vivre plutôt 6 mois, plutôt 1 an, plutôt 2 ans. Vous imaginez les impacts en maintenance. Je vais passer à l'exemple suivant, qui là est un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle comme un outil de diagnostic avancé. Donc ça, c'est un cas qu'on a réalisé pour un fabricant de briques, de parpaings, de bordures de jardin, des blocs de béton que vous pourrez retrouver dans vos magasins de bricolage favoris. Quel était le problème? Le fabricant utilise cette grosse machine, alors ici elle est toute petite, mais en vrai elle fait 15 mètres de long. Elle reçoit du béton en entrée, elle injecte le béton dans des moules, elle tasse, elle vibre, elle pilonne, puis elle éjecte une série de parpaings. Un cycle dure 6 secondes. Donc toutes les 6 secondes, il y a 12 ou 18 parpaings qui sont éjectés de la machine. La problématique rencontrée par le client était une variation de son temps de cycle de plus ou moins 20%. On dirait que ça arrive dans l'industrie. Sauf que 20% de moins, c'est 20% de chiffre d'affaires en moins, puisque ces machines tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et avec ces outils de diagnostic habituels, le client n'a pas réussi à comprendre d'où venait cette perte de productivité. Il a donc eu l'idée de faire appel à une approche statistique que nous avons réalisée pour lui. Donc là, de la même manière, on est allé rajouter quelques capteurs sur la machine, mais surtout et aussi, nous sommes allés récupérer les données de l'automatisme qui pilote la machine. On a récupéré en tout 800 variables, échantillonnées à 20 millisecondes, ça veut dire 5 points par seconde. Donc ça, c'est important parce qu'on récupérait de la vibration, donc il faut être rapide dans l'acquisition. Et ça a donné à peu près 1,5 Tera de données. Pour ceux à qui ça parle, c'est beaucoup. Voilà. Donc énorme quantité de données où nous avons les paramètres de la machine, les recettes de fabrication qui changent d'un produit à l'autre, et plus les données de vibration qu'on collectait. On a alors fait travailler les data scientists et on leur a demandé: est-ce que vous trouvez une relation statistique entre les moments où la machine a une chute de performance et les données que nous avons mesurées? On leur a demandé de chercher une aiguille dans une botte de foin. On leur a demandé de chercher dans les 800 variables, est-ce qu'on voit arriver ou est-ce qu'on peut identifier la cause racine de la perte de performance? Ils ont su expliquer les 2/3 de la perte de performance, ce qui est déjà pas mal. Ils ont fait mieux que ça, puisqu'ils ont réussi à créer un modèle mathématique qui prédit la durée du cycle dès le début du cycle. C'est-à-dire dès les premières prévibrations sur la machine, le modèle d'IA dit le cycle va être normal ou le cycle va dériver. Ça permet d'ajuster éventuellement en temps réel ou au moins pour les cycles suivants des paramètres de la machine pour lutter contre la dérive. Alors juste pour illustration, ça c'est le coffret d'acquisition de données qu'on a conçu et fabriqué chez FH Energy System Clancy et qu'on a utilisé pour ce cas-là. Vous en avez des versions plus compactes sous forme de mallette que vous pouvez également venir voir sur notre stand.
Changement de registre, très en vogue, l'intelligence artificielle utilisée pour la décarbonation de l'industrie. Ce cas-là est un petit peu particulier parce que ce n'est pas un projet en soi. En fait, on a eu l'occasion de participer à un hackathon organisé par Renault et Google il y a tout pile un an, c'était à la même période, dans leur usine de Flins près de Paris. Et le but de ce hackathon, c'était de trouver des solutions innovantes pour baisser les émissions de CO2 des usines Renault. Nous y avons inscrit une équipe qui a travaillé sur la consommation des usines de peinture, des ateliers de peinture des usines automobiles. Il faut savoir que dans une usine automobile, sauf les cas où ils possèdent une forge, ce qui n'est pas le cas de toutes les usines, c'est les bâtiments de peinture qui en général consomment le plus. Dans ce cas-là, ils se sont concentrés sur les cathaphorèses, les bains, les étuves, les cabines de séchage, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait réduire la consommation énergétique. Assez rapidement, ils se sont rendus compte, à travers les données que mettaient à disposition Renault et Google, que les équipements consommaient énormément d'énergie pendant leur période de veille. Plus exactement là, voilà. Et ça, c'est une perte d'énergie. Alors j'explique pourquoi d'un point de vue fonctionnel. Il faut imaginer une usine qui fonctionne, mettons en 2-8, hein, une équipe du matin, une équipe d'après-midi, pas de travail la nuit. Ça arrive. Dans ce cas-là, les moyens de production sont éteints le soir. Et il faut les redémarrer le lendemain matin. Mais il faut les redémarrer suffisamment tôt pour que quand les premiers ouvriers arrivent dans le bâtiment, le moyen de production soit en température, soit prêt à produire. Sinon, c'est du chômage technique à quelque part pour tous ces gens-là. Ils ne peuvent pas travailler, c'est une catastrophe économique également. Donc, ce qui se passe, c'est que l'opérateur qui est en charge de démarrer les installations, il prend de la marge. Il ne veut pas se faire engueuler le lendemain parce que le moyen n'est pas prêt à la prise de poste à 5 heures. Et donc, il appuie sur le bouton un petit peu trop tôt. Et parfois, beaucoup trop tôt. C'est ce qu'on a vu dans les données. Et ce qu'on a fait pour sécuriser entre guillemets, la décision de l'opérateur et le moment où il appuie sur le bouton, c'est qu'on a créé un modèle d'intelligence artificielle qui va prédire la durée de chauffe des équipements ce jour-là, en fonction des conditions initiales et en fonction des conditions de température et d'hygrométrie, puisque c'est les principaux facteurs influents sur le temps que vont mettre les moyens à monter en température. Renault a estimé que ça allait leur faire économiser 200 kg d'énergie par an sur une usine. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a gagné le premier prix de ce hackathon grâce à ça. Voilà. Donc un exemple d'usage où finalement, d'un point de vue de l'intelligence artificielle, c'est simple. Du point de vue de la valeur ajoutée, ça peut être potentiellement énorme. Je change à nouveau de registre, je vais vous parler un petit peu de traitement d'image, de computer vision en anglais, où on utilise l'intelligence artificielle pour compter des poids lourds à travers des caméras de vidéosurveillance. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que traditionnellement, ce comptage-là est fait par des capteurs qui sont dans la chaussée. Ces capteurs, il faut en mettre autant que de places de parking poids lourds. Ça, en l'occurrence, c'est sur les aires d'autoroute. Donc ça coûte cher, si ça tombe en panne, c'est compliqué à maintenir, etc. Donc à la place de cette approche de compter les poids lourds grâce à des capteurs individuels sous chaque place de parking, eh bien on s'est dit, utilisons le flux de vidéosurveillance. Il y a de toute façon des caméras qui filment l'entrée et la sortie des véhicules pour des raisons de sécurité, simplement de la vidéosurveillance. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on prend le flux de vidéosurveillance et dans les images, on compte en temps réel les camions qui rentrent, les camions qui sortent, et ça nous permet de connaître l'occupation du parking. Alors pourquoi c'est important de connaître l'occupation du parking? Vous le savez peut-être, mais les chauffeurs poids lourds sont soumis à une législation assez stricte, notamment sur les temps de conduite, et ils doivent pouvoir anticiper le moment où ils vont s'arrêter pour respecter leur temps de conduite. Donc si sur le panneau, il y a marqué qu'il y a des places libres au prochain aire d'arrêt, pour les poids lourds, c'est des panneaux spécifiques, hein, vous les avez peut-être déjà vus, il faut qu'il y ait de la place. Sinon, il y a un problème. Donc le comptage doit être le plus juste possible. Et donc là, c'est un usage de l'intelligence artificielle qui permet d'économiser des capteurs. On parle parfois de capteurs proxy, c'est-à-dire plutôt que de mettre ou de capteurs virtuels, plutôt que de mettre un vrai capteur, on va utiliser une autre information, ici c'est le flux vidéo, pour, via un algorithme, la transformer en capteur. C'est une manière théorique de voir la chose. Un autre exemple que j'aime beaucoup, parce que c'est un petit peu un cas d'école de ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en plus, il va me permettre d'illustrer la notion d'auto-apprentissage et d'auto-correction d'un modèle. Fonctionnellement, c'est hyper simple.
Ce que vous avez en haut à l'écran à droite, c'est une centrale photovoltaïque, c'est des panneaux solaires. Ici, c'est en Mauritanie, à Nouakchott, la capitale. Et donc là, ce que nous devions faire, c'est proposer un modèle mathématique qui va prédire quelle va être la puissance injectée dans le réseau électrique demain et après-demain, heure par heure. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi c'est important. Alors c'est hyper important parce que l'énergie électrique, ça ne se stocke pas. C'est un petit peu provoquant ce que je dis, parce que vous savez très bien qu'il existe des batteries. Oui, mais les batteries, ça coûte cher, et ça a un coût écologique qui est énorme. Autrement dit, l'énergie électrique, il vaut mieux la consommer au fur et à mesure qu'on la produit. Et pour faire ça, le gestionnaire de réseau électrique, Enedis en France, en Mauritanie, c'est la Somelec, c'est ce que vous avez à l'écran, a besoin de savoir quelle va être la puissance injectée par cette énergie hautement intermittente qu'est le solaire, parce que ça va lui permettre d'ajuster d'autres moyens de production. On ne peut pas ajuster la production solaire, hein. Il fait la météo qui le fait. Par contre, on peut jouer sur d'autres moyens, par exemple des centrales gaz, des centrales charbon ou d'autres. Donc voilà pourquoi c'est important de connaître ça. Alors comment on a fait? Eh bien, on a pris les données de production réelle de la centrale sur une année. Pourquoi une année? Parce que ça permet de voir la saisonnalité dans les données de production. On a également pris la météo qu'il a réellement fait dans le passé. Celle-là, elle est super facile à prévoir, ça tombe bien, elle est super précise. Et on a injecté ces deux vecteurs de données à une intelligence artificielle et on lui a dit apprends la relation statistique qu'il existe entre ces deux vecteurs de données, c'est-à-dire entre l'irradiance, l'ensoleillement, d'un côté, et d'autre côté, la puissance qui a été produite. Et là, automatiquement, elle génère un modèle qui ensuite, si on lui injecte la prévision météo pour demain et après-demain, va vous générer la puissance produite. Ce que vous avez à l'écran en bas, ces deux courbes, c'est la comparaison de la méthode traditionnelle pour faire cette prévision avec la méthode par intelligence artificielle. Ce qui est représenté, c'est le taux d'erreur. Ce que vous avez en bleu, c'est un modèle avec MATLAB et Simulink, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est un modèle que moi je qualifie de systémique. On va prendre une équation théorique d'un panneau solaire, une équation théorique d'un onduleur, une équation théorique d'un transformateur. On va mettre ça ensemble dans un logiciel de simulation et on va sortir une prévision. De même qu'on l'a fait avec notre intelligence artificielle qui est représentée en orange. Mais ce que vous voyez, c'est que d'une part, l'intelligence artificielle, elle est plus précise, puisque le taux d'erreur, il est autour de 4% au lieu de 6% avec un modèle Simulink. Mais surtout, le taux d'erreur, il baisse avec le temps, là où le taux d'erreur d'un modèle Simulink, il augmente. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on relance quotidiennement un apprentissage du modèle d'intelligence artificielle. C'est des modèles extrêmement frugaux en termes de temps de calcul. Il faut à peu près 1 seconde de temps de calcul pour réapprendre un modèle sur un PC portable tel que j'ai devant moi, donc quelque chose de standard, de bureautique, pas quelque chose de puissant. 1 seconde et vous mettez à jour le modèle. On le met à jour avec les 5 derniers jours de données. Pourquoi on prend les 5 derniers jours? Parce que dans ces données-là, il y a une information qui est cachée, c'est dans quel état est ma centrale? Puisqu'une centrale, ça vit dans le temps. Déjà, les panneaux solaires se dégradent naturellement, ils produisent de moins en moins. Voilà, mais ça, à la limite, on a une équation théorique du fabricant qui nous permettrait de l'estimer autrement, c'est ce qu'on faisait avant. Mais surtout, s'il y a une tempête de sable, les panneaux sont encrassés, s'il y a un orage, les panneaux sont lavés, s'il y a des panneaux en panne, le lendemain, ils ont été réparés parce qu'il y a une équipe de maintenance, tout ça, on va le voir dans les données des derniers jours. Et donc, en relançant l'apprentissage sur ces données-là, on ajuste le modèle à l'état le plus récent de la centrale, et c'est pour ça que l'intelligence artificielle fait mieux. Cerise sur le gâteau, pour faire un modèle MATLAB et Simulink sur une grosse centrale comme ça, c'est 5 à 6 mois de travail. L'intelligence artificielle, on a mis 15 jours. Voilà. Encore 1 ou 2 exemples, et puis ensuite on pourra passer assez rapidement aux questions. Vous le savez peut-être, mais le groupe Eiffage a une grosse activité dans le domaine de la route et possède une 50aine d'usines qui fabriquent des enrobés bitumeux. Ces usines, elles ont une particularité, c'est qu'elles consomment beaucoup d'énergie, notamment parce que pour faire du goudron qu'on va étaler sur les routes, eh ben, on va utiliser un four rotatif qu'on chauffe avec un brûleur gaz. Et ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, le pilotage de ces installations est extrêmement fin et complexe, puisque tout se joue finalement dans la finesse de l'opérateur. Ça se joue en très peu de temps, où il doit vraiment suivre une certaine courbe de chauffe pour chauffer son agrégat. S'il va trop vite, le produit est acheté. S'il va trop longtemps, le produit est acheté. C'est vraiment ultra précis.
Donc là, ce qui a été fait, c'est que les 50 usines ont été équipées de capteurs, les données remontent toutes dans un end système, et là, on peut faire des analyses poussées sur ces données. On fait mieux que ça, puisqu'on a également créé un modèle mathématique d'intelligence artificielle qui va identifier la courbe de chauffe idéale du brûleur en fonction du type de fabrication. Il faut le savoir, il n'y a pas un seul type de bitume qu'on met sur toutes les routes, il y en a au moins 10 ou 15 différents, en fonction si c'est pour votre cours ou sur une autoroute, c'est pas le même. Voilà. C'est extrêmement complexe, je l'ai découvert à cette occasion-là. Et donc, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va afficher en temps réel à l'opérateur qui pilote le brûleur la courbe idéale de chauffe, et lui, il n'a plus qu'à suivre, il a sa courbe réelle, sa courbe théorique, et puis il peut réguler son brûleur. L'étape d'après, c'est de l'automatiser. Là, pour l'instant, on laisse la main à l'opérateur. Et comment fait l'IA? Elle va simplement identifier ce qu'on appelle les golden batch dans le passé, les lots en or, c'est-à-dire quels ont été les lots qui ont été super bien produits par l'humain, par l'opérateur. Et l'IA, elle va apprendre ces courbes idéales, elle va en faire une moyenne, et c'est la courbe qu'elle va proposer en fonction du type de production qui est en train d'être fait. Je rechange un petit peu de sujet, je reste dans le domaine de la route. Par contre, ce domaine-là, il peut s'appliquer dans toutes les industries. C'est un exemple d'utilisation de la data science pour optimiser l'analyse d'alarmes. Des alarmes, il y en a qui remontent à peu près tous les systèmes, je ne vous l'apprends pas. Ici, ce sont des collègues qui assurent la maintenance des tunnels qui traversent la ville de Lyon. Tous ceux qui étaient bloqués dans les bouchons à Fourvière peuvent lever la main, ou pas, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, vous voyez les tunnels desquels je veux parler. Et ces tunnels-là, on ne le sait pas, mais en fait, il y a là-dedans des centaines d'équipements. Des switches, des caméras, des capteurs. Et tout ça, nous, on a des collègues qui en assurent la maintenance. Et ces collègues-là, ils reçoivent de ces systèmes-là 1 million d'alarmes par an. Jusqu'à il y a à peu près un an, ils les traitaient avec Excel. Une fois par semaine, il y a un technicien, une fois par mois, il y a un technicien qui passait une semaine à analyser des alarmes dans Excel pour savoir quelles opérations de maintenance ils allaient faire le mois prochain. On leur a mis en place un système qui utilise les techniques statistiques pour analyser automatiquement les alarmes. Du coup, ce temps, il est passé à moins d'une journée. Ils ont gagné entre 300 et 400 heures par an d'analyse d'alarmes, d'un travail extrêmement fastidieux, et où le technicien de maintenance, il peut être sur le terrain à faire son vrai métier. Et il y a plus fort là-dedans. Regardez telle série parce que vous avez regardé telle autre, ou bien Amazon qui vous suggère d'acheter aussi un câble HDMI parce que vous avez acheté une télé, ou Leclerc Drive qui vous propose d'acheter du saucisson parce que vous avez mis du pain et du vin dans votre panier. Et tous ces algos, c'est les mêmes mathématiquement. Et bien nous, on les applique aux alarmes. C'est-à-dire que si vous avez une alarme de type A qui survient le lundi, une alarme B qui survient le mardi, et une alarme C qui survient le mercredi, et que ce schéma est récurrent dans le temps, l'IA va l'identifier, et la prochaine fois qu'elle verra A lundi et B mardi, elle vous dira il y a 75% de chance, ou 60 ou 15, peu importe, que vous ayez C mercredi. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape qui va être finie là d'ici quelques mois. Voilà. Bon, j'espère que ces exemples vous ont pas endormi. J'ai vu personne partir, c'est plutôt bon signe. Je vais simplement en quelques mots vous dire comment on fait. Encore une fois, sans rentrer trop dans la technique. Donc nous, on propose une solution qui s'appelle Smart Forest. Smart Forest, c'est simplement une marque déposée qui nous permet de commercialiser nos solutions industrie du futur. Voilà. Et ça contient quoi? Ça contient une plateforme qui permet de collecter, d'agréger les données, de les analyser et de les afficher et de les restituer. Il y a également tout ce qu'il faut là-dedans pour exécuter en temps réel des modèles mathématiques d'intelligence artificielle. Mais surtout et aussi, on a toute une équipe de data scientists qui connaissent super bien l'industrie et qui sont capables d'analyser les données industrielles et de les modéliser. J'insiste jamais assez, mais la data science et l'intelligence artificielle, surtout en milieu industriel, c'est vraiment l'association des compétences des experts du métier, donc ça peut être des experts de la maintenance ou des process, des experts de la data science, c'est des matheux, c'est des gens qui, en voyant des données, un problème, sont capables de vous dire
il faut utiliser tel modèle statistique, il faut utiliser telle équation. C'est vraiment important. Plus de l'informatique, il en faut évidemment, parce qu'on traite de la donnée, il faut la chercher, il faut la stocker, il faut la sauvegarder. Donc c'est vraiment l'association de ces trois compétences. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous en dire plus. Si vous avez des questions, vous pouvez venir sur notre stand ou bien me les poser maintenant. Voilà.